Patrick Méharic, bonjour. Vous êtes, je le rappelle, député européen, gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Un journaliste saoudien en exil aux USA, Jamal Khashoggi, a été sauvagement assassiné à l'intérieur du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. En deux mots, on va pas reprendre les détails, mais revenir peut-être sur les faits. L'Arabie Saoudite a d'abord nié le meurtre, puis elle l'a admis, ensuite prétendu qu'elle ne savait pas où était le corps. Et d'après les dernières informations, on en aurait retrouvé les morceaux dans le jardin même du consul. Cette histoire semble un peu cousue de fil blanc. Le meurtre, ça ne semble ne faire aucun doute, a été commandité à la tête de l'État de l'Arabie Saoudite, peut-être, on n'en sait rien, par Mohammed Ben Salman lui-même, le prince héritier, qui s'est tout de même arrogé les pleins pouvoirs en Arabie Saoudite depuis plusieurs mois. Comment vous avez réagi à cette information? Est-ce que c'est étonnant selon vous? Étonnant, je ne saurais pas le qualifier comme ça, mais en tout cas c'est quelque chose de totalement inadmissible. Et parce qu'il était... On l'enlèvera, on va reprendre. Parce qu'il était en délicatesse avec le prince héritier ou avec le régime, il s'est vu réserver ce sort totalement abominable, puisque, paraît-il, comme vous dites, il a été découpé en morceaux. Cet assassinat, parce que, bon, c'est pas une excuse ni quoi, mais il y en a beaucoup des assassinats politiques. Celui-ci a suscité une énorme émotion, alors que finalement, l'un des autres événements qui touchent à l'heure actuelle, qui concernent directement l'Arabie Saoudite, l'intervention au Yémen, on le dit tous les jours dans les médias, etc., on ne suscite pas plus que ça. Cet assassinat, d'un seul coup, a envahi la scène mondiale. Tout le monde ne parle que de cet assassinat. Comment on peut expliquer ça? À la faveur, d'abord c'est un journaliste, donc souvent quand il y a par exemple des otages journalistes, ils sont, je ne veux pas dire mieux traités que d'autres otages d'autres professions, mais en tout cas il y a une plus grande sensibilité et la profession se mobilise. Et là, ce n'est pas seulement une atteinte aux droits humains, c'est l'irrespect total de la Déclaration universelle des droits de l'homme ou des droits humains. C'est ça qui est en train de se passer. Mais à la faveur de cette discussion-là, des choses vont être éclairées, notamment la guerre au Yémen, qui fournit les armes, quels sont les objectifs, quel rôle joue l'Arabie Saoudite aujourd'hui sur la scène mondiale et sur la scène proche-orientale. On se rappelle qu'ils sont un peu coutumiers du fait. Il n'y a pas si longtemps que ça que le Premier ministre libanais a été retenu en otage dans ce même pays. Il a fallu, semble-t-il, l'intervention assez énergique de la France pour le sortir de là et le mettre sous protection. Et donc, c'est quand même un régime extrêmement dur. Alors, vous le disiez il y a deux secondes, un certain nombre de pays européens ont des rapports directs avec l'Arabie Saoudite et des rapports économiques forts, notamment dans les livraisons d'armes. Qu'est-ce que vous pensez des réactions aujourd'hui en Europe, qui n'en a pas eu tellement, pas d'immédiate en tous les cas? L'Allemagne a un peu réagi. Au niveau de la Commission européenne, on n'a pas entendu énormément de réactions sur cet assassinat. Comment vous jugez cette situation-là? C'est un peu le deux poids, deux mesures. Il y a eu un poids vis-à-vis de Kadhafi, il y a un poids vis-à-vis du Venezuela, mais là, dans ce cas-là, à cause de contrats d'armement, à cause de relations économiques, on a plutôt tendance à se taire. Et ce qu'a dit le président de la République répondant à des journalistes hier est de ce point de vue très inquiétant. Il ne veut pas parler de cette question. Or, l'Allemagne a au moins eu le courage de dire qu'elle allait dans le futur cesser ses livraisons d'armes, même si elle va honorer les contrats en cours. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas supplanter la question des livraisons d'armes, surtout c'est pour écraser un pays à côté, ça double encore la faute, ça aggrave encore la position de la part du président de la République et du gouvernement français. On ne peut pas rester dans cette situation. Donc il faut arrêter la livraison des armes, il faut non seulement un moratoire, il faut arrêter cela et il faut créer les conditions plus larges aujourd'hui
d'une discussion, parce qu'on sait que l'Arabie saoudite est aussi le pays qui excite avec Israël tout le monde vis-à-vis de l'Iran. Son rôle au Moyen-Orient, bien sûr. Voilà. Est-ce que l'Europe aurait, en théorie, j'allais dire, un rôle à jouer dans une affaire comme celle-ci, sachant que quand même, elle est relativement transparente jusqu'à maintenant dans cette affaire? Bien sûr, si elle a la volonté de défendre les droits humains, si elle a la volonté de défendre des relations normales entre pays civilisés, elle devrait faire entendre sa voix beaucoup plus fortement qu'elle ne le fait aujourd'hui. Or, elle ne le fait pas pour les mêmes raisons, pour des raisons géopolitiques de parti pris et pour des raisons économiques, pour couvrir les multinationales de l'armement. Ça veut dire encore une fois que cette soumission, on pourrait presque dire, on a souvent l'occasion d'en parler, de l'Union européenne à des critères qui sont fondamentalement des critères économiques et non pas des critères politiques, on commence à en toucher les limites là quand même, aussi oui, de ce côté-ci. Oui, ce sont des critères économiques, mais aussi géopolitiques. C'est-à-dire, d'un côté, ne pas trop déplaire aux États-Unis qui, avec la présidence de Trump aujourd'hui, bombarde un peu tout le monde, menace tout le monde, et notamment l'industrie, l'agriculture européenne. Et tout le monde est tétanisé avec cela. Il ne faut pas trop leur déplaire. D'ailleurs, l'attitude de M. Trump à ce propos est tout à fait scandaleuse également. Donc il y a cette question-là, et il y a les enjeux autour de l'Iran, et puis il y a les alliances avec Israël qu'on ne veut pas non plus froisser pour les mêmes raisons de livraison d'armes et des raisons d'accords économiques. Alors il y a on le disait au début, il y a une vraie réaction mondiale, un vrai mouvement de rejet de ce qui de l'Arabie saoudite du coup et de ce qui à la suite de ce qui s'est passé à Istanbul. Est-ce que pour autant vous sentez qu'il y a une mobilisation un peu citoyenne autour de cette question, élargie bien entendu la question du rapport à l'Arabie saoudite et la question du jugement sur ce que fait l'Arabie saoudite à l'heure actuelle au Moyen-Orient? À mon avis, pour l'instant, on est dans une sorte de prise de conscience, de découverte, parce que beaucoup de gens même ne savent pas forcément où se trouve l'Arabie saoudite, le rôle qu'elle joue, même la découverte de la guerre du Yémen, puisque très peu de gens en parlent, il y a très peu de reportages, puisque c'est extrêmement fermé, très peu de journalistes y ont accès, mais au moins il y a un éclairage qui va être donné là, il va y avoir la prise de conscience et vraisemblablement, grâce à la presse notamment, eh bien, la désapprobation de ce qui est en train de se passer là, et peut-être ça va faire comprendre, en tout cas réagir les gens sur l'ensemble, sur la cohérence de la problématique à laquelle on est confronté là-bas. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail de pédagogie, entre guillemets, au sens large du terme, mais pourquoi pas, à expliquer aujourd'hui en Europe aux peuples européens qu'il se passe sur la scène moyen-orientale en règle générale des événements qui sont fondamentaux, non pas simplement pour le Moyen-Orient, mais pour l'avenir de la planète et toutes les grandes valeurs que comporte. L'avenir de la planète et puis le financement d'un certain nombre de réseaux. Ne mettons pas de côté quand même le fait que l'Arabie saoudite est le pays qui finance les réseaux terroristes qui viennent jusque chez nous parfois faire ce que nous savons. Le Parlement européen, vous avez voté une résolution. Bon, c'est une résolution, comme on dit toujours. Qu'est-ce que ça peut apporter? Est-ce que ça a été l'occasion j'allais dire, d'une sensibilisation? Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça au sein du Parlement européen, des députés des 28? Oui, il y a un débat, mais le fait que nous votions une résolution, évidemment, ça n'a pas de portée pratique immédiate. Seulement, ça pèse quand même dans le débat parce que du coup, voilà le Parlement européen, représentant de tous les peuples européens, qui prend parti pour les valeurs universelles contenues dans la Déclaration des droits de l'homme et pour aussi influer sur la géopolitique mondiale. Ces valeurs européennes qui sont défendues ici par le Parlement, qui sont défendues aussi au Conseil de l'Europe, ici à côté de nous, restent des valeurs de base sur lesquelles il faut qu'on s'appuie aujourd'hui en Europe pour faire avancer une politique progressiste, on va dire. Oui, il y a des valeurs de base, mais elles sont souvent interprétées comme chacun sait. Même au Parlement européen, on critique bien plus Cuba, le Venezuela, la Syrie et je ne sais qui encore, qu'on
critique ces régimes-là. Donc n'ayons aucune illusion. La seule chose qui importe, c'est la possibilité pour nos concitoyennes et concitoyens d'accéder aux informations, d'analyser par elles-mêmes les informations et d'agir en conséquence. Merci Patrick Le Yarrick, au revoir.